Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top sortie à la maison comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un fait divers qui a défrayé la chronique à Lille il y a une dizaine d'années, au début des années 2010, l'affaire des noyés de la Deûle. Ça nous a tous évidemment beaucoup marqué. Notre invité, le journaliste de Libération, Thomas Stathus, qui a mené une enquête de plus de 2 ans pour retracer le parcours des victimes. Bonsoir. Bonsoir. Thomas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour nous parler donc de votre livre sorti il y a quelques jours, Les morts de la Deûle, une enquête dans le Nord, publiée chez Lattès. Donc on en parle tout de suite. Alors Thomas, première question, tout simplement un petit peu naïf. Pourquoi vous replongez dans cette affaire? Pourquoi vous avez voulu enquêter? Il y a 2 éléments, comme vous l'avez dit pendant le lancement. Effectivement, c'est une affaire qui a marqué tout un tas de personnes qui ont grandi dans la métropole lilloise, ce qui est mon cas, puisque j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. Donc forcément, c'est une histoire qui a marqué, d'autant plus qu'il n'a pas été considéré comme un noyé de la Deûle faisant partie de cette affaire-là, mais il y a eu un étudiant Sciences Po Lille où moi j'ai fait mes études, qui est mort dans la Deûle, qui est une affaire disjointe, mais forcément ça rappelle des souvenirs. Parce qu'il y a 10 ans, vous aviez une petite vingtaine d'années, vous étiez étudiant. J'étais étudiant à l'Institut d'études politiques de Lille, et c'est là, effectivement, au cours de cette période qu'il y a eu les premiers morts. Donc ça, c'est le premier élément. Forcément, ça rappelle des choses. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, moi, j'étais journaliste pendant des années pour un site d'information qui s'appelle streetpress.com, qui est un site d'information parisien qui bosse beaucoup sur les questions de radicalité politique et d'extrême droite. Et j'avais travaillé sur 2 affaires qui sont, on va dire, connexes, qui sont pas liées au noyé de la Deûle, mais où on retrouve un peu les mêmes protagonistes, qui est l'affaire des armes de l'hypercachère avec Claude Herman, qui est une figure lilloise assez connue. Et l'autre, c'était une affaire à propos de Skinhead Picard, qui s'appelle l'affaire du WWK, qui est l'affaire qui a conduit à la réouverture de l'enquête en juillet 2015. Donc on va dire c'est ces 2 raisons, une raison personnelle et une raison plus liée aux enquêtes que j'avais traitées à l'époque. Alors 2 ans de travail, on disait, quelle a été votre méthode de travail du coup pendant ces 2 ans? Vous avez rencontré du monde, c'est une enquête journalistique, c'est un roman. Comment vous définiriez votre bouquin? La base de la base, ça a été d'essayer de retrouver des témoins, des protagonistes de l'affaire. Donc ça passe évidemment par contacter les familles, les proches des victimes, mais aussi essayer de remonter le fil de l'enquête judiciaire, c'est-à-dire à la fois les gens qui ont été impliqués dans cette affaire-là, qu'il s'agisse de policiers, essayer de remonter aussi tout ce qui a été écrit à l'époque, toutes les pistes qui ont été soulevées. Alors qu'est-ce qu'on en sait là? Si là, 10 ans plus tard, on fait un petit point rapide sur cette affaire. En quelques mots, comment la résumer à l'époque, en 2010, début 2011? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'entre octobre 2010 et novembre 2011, 5 hommes sont retrouvés morts dans le canal de la Deûle, autour du parc du Jardin Vauban, sauf à part un, le dernier, Hervé Ribarzik, qui est retrouvé à côté du port fluvial. À l'époque, la piste qui est suivie par les enquêteurs est celle de l'ébriété. Ils avaient tous en commun d'être assez alcoolisés et d'avoir été retrouvés noyés dans la Deûle. Et à l'époque, la rumeur qui court et ce qui est la première piste des enquêteurs est de dire que finalement, ce sont une suite fortuite d'accidents et que tous ces jeunes hommes sont tombés dans la Deûle à cause de leur état d'ébriété. Mais personne n'y croit. Il y a cette thèse du serial pousseur à l'époque qui émerge, y compris dans les médias. Est-ce que la police, elle, s'intéresse à cette thèse? La police relève certains éléments sur cette thèse du serial pousseur et se rend compte que finalement, il y a pas mal de gens qui sont poussés dans la Deûle. Alors, soit des événements qui n'aboutissent pas à des morts, mais il y a ces éléments-là. Mais la thèse qui est privilégiée par les enquêteurs est celle de l'accident, puisque pas de témoins, pas de vidéosurveillance, rien du tout. C'est difficile, effectivement, de trouver une explication, on va dire, criminelle à cela. L'enquête est finalement fermée en 2014 pour les 4 premiers morts de la Deûle. Oui. Pour l'enquête sur Hervé Ribarzik, elle se cantonne finalement à une recherche des causes de la mort, puisque en fait ce que pensent les policiers à l'époque, c'est que le dernier noyé de la Deûle, donc qui est un musicien punk de 42 ans, lui s'est suicidé. Et finalement, coup de théâtre en 2015, où on s'aperçoit via une autre enquête judiciaire que le dernier noyé de la Deûle, Hervé Ribarzik, finalement a croisé des gens avant de mourir, et ces gens-là sont des gens appartenant au mouvement d'extrême droite des skinheads. Alors on va revenir sur les skinheads. Par rapport aux autres victimes, les 4 premières, il y avait un élément quand même qui était marquant, c'est que tous n'avaient pas pris le chemin pour rentrer chez eux.
les victimes sont allées vers la Deûle, en direction de la Deûle, alors que c'était pas le chemin pour rentrer à la maison. Alors pour certains, il y avait cet élément qui était effectivement assez étrange, qu'ils se retrouvaient à côté du jardin Vauban à une heure assez tardive, et effectivement dans un circuit qui n'était pas leur pour rentrer chez eux. Pour certains, notamment je pense à Jean-Maladec Le Ternec, c'était sa route, lui, pour rentrer chez lui, puisqu'il partait du quartier Vauban, où il était à une soirée, pour rentrer chez lui, rue Doudin, à côté de l'église de la Treille. Mais effectivement, il y avait cet élément assez central qui est qu'ils étaient retrouvés au même endroit, ou pas loin du même endroit, oui. Et loin de leur circuit habituel et de là où ils auraient dû passer pour rentrer chez eux. Et effectivement, c'est un élément qui a intrigué forcément les témoins de l'affaire, sachant que deux personnes parmi ces morts-là étaient aussi des étudiants. Et il y avait une forte inquiétude dans les milieux étudiants à cette époque-là, puisqu'évidemment, deux étudiants... Il y avait une sorte de paranoïa pour les gens, les jeunes, les Lillois qui sortaient, notamment dans le Vieux-Lille. C'était particulier, cette ambiance, à l'époque. Il y avait une ambiance particulière. Et il y a aussi un élément qu'on n'a pas dit, c'est que le premier mort de la Deûle, à savoir John Annie, était aussi de la communauté homosexuelle. Il sortait de chez un ami, il faisait partie de la communauté homosexuelle. Et il y a eu effectivement ce doute à l'époque de la part des enquêteurs que c'était des meurtres homophobes et que potentiellement il y avait des agressions homophobes qui étaient derrière cette série. Thomas, je vous propose juste une petite respiration. On revient bien sûr sur votre bouquin dans un instant et sur ce que vous avez appris pendant cette enquête. Mais tout de suite, nous sommes vendredi et dans votre magazine Top Sortie, bien sûr, les conseils de la rédaction. Qui a dit qu'il n'y avait plus de concert? Direction le parking de la place du Général de Gaulle à Dunkerque pour un concert en mode drive-in. Grâce au bateau-feu, samedi et dimanche à 16h, Nathalie Manceau et ses musiciens vous proposent un voyage au cœur du jazz, du blues et du rock américain, assis dans votre voiture. Envie de vous faire une toile? Dimanche entre 14h et 18h, une médiatrice du musée de Flandre vous propose 25 minutes d'échange autour d'une peinture du musée qui vous livrera tous ses secrets. Réservation via la page Facebook du musée de Flandre. On conclut avec le livre Pour parler des Hauts-de-France. Découvrez ou redécouvrez le Palais des Beaux-Arts de Lille, les cabines de plage de Cailleux-sur-Mer ou encore l'Institut du monde arabe de Tourcoing grâce aux photos de Denis Paillard pour rêver de chez soi et célébrer les 5 ans de notre région. Alors Thomas, je remontre votre Lille, les morts de la Deûle et non les noyés. Pourquoi vous n'avez pas utilisé ce mot ? D'abord, il y a un élément effectivement dans l'enquête que j'ai pu vérifier, c'est qu'effectivement dans certaines des victimes, les médecins légistes à l'époque ont eu du mal à conclure à une noyade. C'est-à-dire que notamment pour Lloyd Andrieux, qui est l'avant-dernier noyé, ce qu'on a appelé les noyés de la Deûle à l'époque, le légiste n'est pas formel sur les causes de la Deûle. Alors effectivement, il est probable qu'il soit mort noyé, mais c'est encore une fois une conclusion à laquelle les légistes n'ont pas pu arriver, puisqu'il manquait certains éléments dans les constatations médicales pour être affirmatif à 100% qu'il était mort noyé. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, pendant votre enquête, qu'on ne savait pas avant, qui vous a interpellé, qui vous a choqué ? Moi, ce qui m'a interpellé, l'élément principal, c'est que la narration autour de cette affaire qui a été celle de la justice a été de dire que donc l'enquête est réouverte en 2015 et là on se rend compte finalement 2 ans plus tard, avec la mise en examen de 3 militants skinheads, que le dernier mort de la Deûle, Hervé Ribarzik, est mort suite à une altercation avec des militants d'extrême droite. Et à l'époque, ce que dit la justice, c'est que c'est une piste qui est apparue tardivement. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que dans l'enquête, assez rapidement après la mort d'Hervé Ribarzik, en novembre 2011, en 2012, les enquêteurs tombent sur la piste de ces skinheads et les interrogent une première fois. Une interrogatoire qui aboutit pas à des mises en examen ou à d'autres... Et quel rapport avec John, avec Thomas, avec Lloyd? Est-ce qu'il y a un rapport concret aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, à ma connaissance, non. Et des skinheads, bien sûr. Ceci dit, ce qui n'est pas inintéressant, c'est de relire en fait toute cette affaire-là à la lumière de ce qui se passait aussi à l'époque dans les rues de Lille. À savoir qu'il y avait une forte tension entre l'extrême gauche et l'extrême droite dans les rues de Lille et une activité assez importante de militants d'extrême droite dans la métropole lilloise. D'accord. Et à l'époque, une des premières pistes qui a été suivie a été de savoir si des personnes issues de la communauté homosexuelle étaient visées particulièrement. À l'époque, la justice et les autorités judiciaires avaient dit que ce n'était pas le cas. Or, ce qui l'affleure de cette enquête-là, c'est que, du moins dans un passé assez récent, il y avait des militants d'extrême droite qui se vantaient effectivement de s'attaquer aux homosexuels, notamment à côté du jardin Vauban, qui est encore une fois un endroit central dans cette affaire. Et les familles des victimes, parce qu'on pense à elles, évidemment, 10 ans plus tard, c'est compliqué. Vous en avez contacté, vous en avez rencontré. Quelle est leur intime conviction à elles ?
C'est difficile de parler d'intime conviction parce qu'aujourd'hui, il y a assez peu d'éléments de preuve. Donc même, ce sera une tâche difficile pour la justice d'aboutir à une conclusion définitive. Ceci dit, la réouverture de l'enquête en juillet 2015 et son aboutissement avec la mise en examen de ces 3 personnes qui sont bien sûr présumées innocentes, ça a jeté le trouble pour des familles qui se sont toujours demandées et qui, et c'était aussi un des projets du livre, ont été forcément touchées. Ça a été une période très difficile et une instruction judiciaire, une enquête de police est quelque chose de assez violent pour des gens qui, encore une fois, n'en connaissent pas tous les rouages et connaissent pas le déroulement de la procédure. Et quelle suite du livre? Est-ce qu'il y en a une ou pas La suite du livre, c'est aussi à voir d'abord ce que fera le livre et comment il sera perçu par les gens de la métropole lilloise. Et à terme, en tout cas, il n'y a pas eu encore de point final à cette enquête-là. On attend encore de voir comment le parquet va se prononcer. Encore un point d'interrogation, selon vous, encore pendant de longues années, malheureusement, sur les noyés de la Dole, les morts de la Dole? Je ne peux pas vous répondre définitivement. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, l'enquête sur Hervé Rybarczyk devrait aboutir à un moment. Et peut-être qu'à ce moment-là, on aura une réponse. Très bien, merci beaucoup en tout cas Thomas Status d'être venu nous voir. On remonte à l'écran votre livre Les morts de la Dole, une enquête dans le Nord, publié chez Lattès. Merci Thomas d'être venu sur notre plateau donc, pour revenir sur cette affaire. Lundi, comme chaque lundi, nous reviendrons sur les résultats sportifs dans votre magazine 100% sport et direction la patinoire de Dunkerque pour partir à la rencontre des Corsaires. Les joueurs de hockey sur glace, nous recevrons l'entraîneur Pierrick Rézard.